Salut à tous, le show nomade cette semaine, c'est une présentation d'Ecomail. Merci à Ecomail de soutenir ce podcast. Ecomail, c'est un service de messagerie en ligne qui, à l'inverse des géants du web, protège vos informations. Vous le savez peut-être pas, mais si vous avez une adresse email sur ces services gratuits, nos courriels sont scrutés, nos données sont enregistrées et nos emails sont scannés en fait pour vendre nos informations, analyser nos données et générer des revenus, ce qui pose une vraie question à la fois éthique et de sécurité. Ecomail, c'est un service 100% basé en France avec des serveurs tous en France et surtout qui respectent la confidentialité de ses utilisateurs. Donc un service 100% éthique mais aussi éco-responsable parce que le but d'Ecomail, c'est de reverser la moitié des revenus générés grâce aux abonnements pour des associations qui ont à cœur la protection de l'environnement, donc la conservation, la préservation d'écosystèmes, la sauvegarde de certaines espèces. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur ecomail.fr. Vous pouvez vous créer votre adresse gratuite pour 30 jours d'abonnement gratuit. Et ensuite, c'est 1 € par mois ou 12 € par an, dont la moitié sont reversés pour des associations. Donc merci à Ecomail de soutenir le show nomade et aussi d'être une entreprise qui a à cœur de proposer des alternatives positives. Bonne émission. Bienvenue dans un nouvel épisode du Show Nomade, le podcast 100% podcast, le podcast 100% vie nomade. Chaque semaine, on parle, eh bien oui, de voyage, d'aventure, de vie proche de la terre, de vie proche de la nature, et aussi de thèmes un peu plus en profondeur sur notre humanité. Cette semaine, je suis très heureux d'avoir avec moi une youtubeuse que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Elle s'appelle Suzanne, sa chaîne c'est l'Instant Vagabond, c'est une pèlerine, c'est une grande randonneuse qui a fait Compostelle plusieurs fois et d'autres petites aventures aussi, et je voulais lui poser plein de questions sur qu'est-ce que c'est Compostelle, sur son expérience en tant que grande randonneuse, et aussi discuter de sujets un peu plus profonds sur la méditation, sur notre place dans cette vie. Et j'espère que eh bien, cette conversation vous plaira. Si ça vous plaît et que vous écoutez ça en audio, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur vos apps de podcast. Ça aide beaucoup le podcast en fait à partager toutes ces discussions. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien, je vous dis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous souhaite un bon show nomade. Salut Suzanne, Oui. Salut, ça va? ça va toi? Bah, parfait. Ah bah, je suis très content de Ça y est, je t'avoir. suis dans l'ambiance podcast. Yes! Bah, moi aussi, écoute. T'es derrière la chaîne YouTube L'Instant Vagabond, puis t'es une randonneuse et pèlerine, parce que j'ai l'impression que t'as fait Compostelle plusieurs fois, mais tu vas nous raconter ça aujourd'hui. D'abord, comment Compostelle est arrivé dans ta vie? Alors, le chemin de Compostelle, c'est une très grande question, comment c'est arrivé dans ma vie, parce que moi-même, je me pose encore parfois la question. Parce qu'en fait, quand j'ai décidé de me lancer sur le chemin de Compostelle, je revenais de plusieurs années où je vivais de manière plus ou moins nomade. Et à ce moment-là, je rentrais en France, en fait, après 3 4 années un petit peu à vagabonder à droite à gauche. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette idée fixe de vouloir faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et alors aujourd'hui, j'ai un peu des pistes de réponse, mais à l'époque, en tout cas, que je me suis beaucoup interrogée pourquoi Compostelle, parce que je connaissais personne qui avait forcément fait ce chemin-là. J'en avais pas plus entendu parler que ça, mais je savais que je voulais partir comme ça sur une randonnée de longue distance. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'était Compostelle. Je ressentais cet appel-là de ce chemin. Et voilà, j'ai décidé un peu de me lancer sans vraiment rien connaître de ce chemin-là, sur la voie du Puy-en-Velay, donc en France au départ du Puy-en-Velay. Et je suis partie un petit peu à l'aventure sans savoir ce qui m'attendait sur ce chemin, sans même connaître vraiment en fait où. Enfin, en fait, je pense qu'à l'époque, je savais même pas placer sur une carte Saint-Jacques-de-Compostelle quand je suis partie. Donc c'est C'est vrai, hein, parce assez, que tout le monde connaît Compostelle, c'est comme le chemin et la randonnée ou n'importe quoi, que ce soit spirituel ou d'aventure, c'est le truc que tout le monde connaît, mais on ne le sait pas et tu vas peut-être nous expliquer qu'il y a plusieurs chemins, il y a plein de routes et si tu pouvais nous raconter, parce que je sais qu'il y a le Camino del Norte, il y a le Camino Frances, et il y a sûrement oui. d'autres choses. Puis il y a des gens qui partent de Aix-la-Chapelle, des gens de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, du Puy-en-Velay. Donc si tu pouvais nous résumer un peu qu'est-ce que c'est Compostelle, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est.
Ok. Bah, dans le fond, c'est tous les chemins un petit peu historiques qui ont existé, où les pèlerins partaient chez eux à l'époque au Moyen Âge, prenaient la route depuis chez eux, en fait, tout simplement. Et donc, il y a plusieurs grandes voies en France et plein de voies encore plus en Espagne. Et en fait, bah, la voie la plus populaire en France, c'est la voie du Puy-en-Velay, donc qui part du Puy-en-Velay comme son nom l'indique, et qui va jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port au pied des Pyrénées. Et ensuite, on traverse les Pyrénées, on arrive sur le Camino Frances, qui s'appelle Camino Frances parce que c'était le chemin que les Français ont emprunté à l'époque. Enfin, toutes les personnes qui venaient de France empruntaient ce chemin-là. Et ce chemin-là traverse les terres en Espagne pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a aussi un deuxième chemin qui est très connu en Espagne, qui est le Camino del Norte, et qui, lui, est sur la côte, d'où le nom du Nord, le chemin du Nord en français, et donc qui arrive aussi à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais qui est une autre voie complète. En Espagne, il y a plein d'autres chemins. Moi, j'en ai pas fait d'autres à part le Camino Frances et le Norte, mais il y en a plein d'autres qui, partout, en fait, ça fait vraiment des ramifications jusque Saint-Jacques-de-Compostelle à travers l'Espagne quand on regarde un peu la carte avec tous les chemins qui existent. Et c'est pareil en France. En France, c'est 5, si je ne dis pas de bêtises, les voies principales. Mais pareil, il y en a beaucoup. En fait, ça, on se renseigne, il y en a un peu partout puisque les gens partaient de chez eux. Donc, il y en a vraiment historiquement un peu partout. Et toi, Voilà. j'ai l'impression que t'es devenue la professionnelle de Compostelle parce que quand j'ai vu quelques de tes vidéos, puis il y a Compostelle un peu partout. T'as fait ça en plusieurs fois. Si tu pouvais nous raconter les différents chemins que t'as pris et comment j'ai l'impression que t'as grandi et vieilli avec le chemin un peu au fur et à mesure des années. Tout à fait. Alors en fait, moi, donc, je suis vraiment, comme je le disais, partie un petit peu comme ça, sans rien connaître, sur la voie du Puy-en-Velay parce que c'était la plus populaire et ça me rassurait de partir sur un chemin plutôt connu où je savais qu'il y avait des pèlerins et que j'allais être enfin, voilà, bien entourée. Donc j'ai fait cette voie-ci, donc le Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en une fois, en 3 mois de marche. Et ça a été vraiment le déclic du coup grâce à ce chemin-là. Voilà, depuis, je n'ai pas arrêté de marcher en fait depuis. Et bah, de vouloir retourner à Compostelle, ça reste en effet quelque chose qui me tient à cœur. Je ne suis jamais retournée à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais j'ai fait des portions de plein d'autres chemins. Donc un bout du Camino del Norte que je n'ai pas fini encore, malheureusement, avec les événements. Voilà. Et sinon, je suis repartie aussi. Donc en fait, j'ai décidé ensuite de partir de chez moi, de faire voilà, ce projet-là, parce que déjà à l'époque, en fait, je voulais partir de chez moi, mais c'était plus compliqué parce que les chemins sont un peu moins fréquentés, moins balisés, moins faciles d'accès, on va dire. Et donc là, depuis un an maintenant, l'année dernière, oui, à peu près un an, j'ai décidé de faire cette démarche de partir de chez moi. Mais comme cette fois-ci, j'avais plus de possibilité de partir sur une aussi longue période que la première fois, j'ai décidé de faire ça sur des petits tronçons. Donc je pars, voilà, à chaque fois, je retourne au point où je me suis arrêtée et je retourne continuer le chemin petit à petit. Je suis pas allée très loin encore, malheureusement. Mais voilà, et je suis arrivée donc sur la voie de Tours, qui est voilà, parce que je suis rouennaise d'origine et j'habite à Rouen, c'est pour ça Parce que que c'est ça, je suis arrivée. c'est intéressant ça, parce que c'est à la base, nous, comme des petits moutons, on suit les GR, les grands sentiers, tout ça qui ont été faits pour nous, mais à la base, c'était comme tu disais un pèlerinage et les gens partaient de un peu n'importe où ils étaient, donc c'est assez cool de faire ça comme la manière originelle que le chemin a été fait. Euh, Par le passé, il y avait une connotation très religieuse et très chrétienne de Compostelle qui aujourd'hui il y a tout le monde, enfin, c'est un chemin qui est très occupé. Il y a beaucoup de gens qui le font, comme en plusieurs fois, d'une traite. Et c'est même parfois peut-être un peu bondé. Je sais pas ce quelle a été ton expérience, parce que ça doit être très dur parfois de trouver en haute saison des refuges ouverts. Et je sais que je suis pas mal de randonneurs sur les réseaux sociaux que c'est un peu ce qui leur arrive à chaque année. Euh, Comment toi, ta vision du chemin, elle a changé? Parce qu'il y a une vidéo que tu as faite, que c'est la première vidéo que j'ai vue de toi en fait, où tu te posais la question si tu étais randonneuse ou pèlerine, parce que dans le mot pèlerin ou pèlerine, il y a une connotation religieuse, mais il y a aussi un aspect de spiritualité que je crois qui est peut-être qui va au-delà de la religion en tant que telle. Et je trouvais, en fait, je voulais savoir que tu nous racontes un peu, c'était quoi ta progression vis-à-vis ce sujet-là de la spiritualité et est-ce que tu es une pèlerine?
Est-ce que je suis une pèlerine aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, oui, je crois que je me considère quand même comme pèlerine du fait que je vais à chaque fois revenir sur les chemins de Compostelle. Je pense que je me le considère pèlerine, mais pas, en effet, comme tu dis, pas forcément aujourd'hui dans le sens. Je pense que le sens religieux, il est toujours présent évidemment, mais plus au sens spirituel vraiment très large. Et parce qu'il y a énormément de monde, comme tu dis, qui partent sur les chemins de Compostelle et qui ne sont pas forcément du tout attachés à la religion chrétienne. Et moi non plus d'ailleurs, hein, je ne suis pas du tout voilà, d'origine ou quoi, catholique ou chrétienne. Et donc, je suis partie voilà, plutôt dans une dimension, disons que je me questionnais beaucoup par rapport à tout ça. Je ne savais pas comment me placer. Et en fait, au fil du chemin, au fil de mon premier chemin que j'ai fait, j'ai commencé à me sentir plus pèlerine que randonneuse, de par, en fait, je crois, ce qui nous lie un peu tous, les gens qui marchons tous ensemble sur ce chemin, c'est justement le fait qu'on aille tous ensemble vers un même but, et qui est Saint-Jacques-de-Compostelle. Et du coup, le fait moi, je me considère comme pèlerine parce que je me considère vraiment comme faisant partie de cette grande famille de pèlerins qui se rendent à Compostelle. Et c'est plus une question de sentiment d'unité et de famille, voilà, de se sentir voilà, appartenant à cette famille-là, je pense aujourd'hui. Et après, moi, je suis voilà, aussi partie dans une quête un peu de spiritualité quand même, je pense, malgré tout ça, puisque j'étais un peu en quête de sens depuis déjà plusieurs années, même à travers mes voyages précédents. Et j'étais toujours un petit peu dans cette quête-là, en voulant marcher jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, il y a quand même aussi une part de moi qui me considère comme pèlerine, liée à voilà, cette recherche un peu liée à la spiritualité, J'ai fait pas mal de je pense. podcasts avec beaucoup d'autres grands randonneurs, parce que moi j'ai jamais fait de longue randonnée, mais je suis un addict de randonnée, mais ça me passionne en fait ce sujet de la marche, parce que il y a plein d'aspects qui sont reliés à ça, tu vois, par rapport à notre cerveau, par rapport à notre condition humaine, par rapport à d'où on vient, qu'est-ce qu'on est. Mais la question ultimement, c'est toi, qu'est-ce que tu recherches quand tu marches, ou qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, c'est une super question. Je comprends tellement la question. Parce que c'est vaste, en fait. Je pense que c'est. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé en marchant sur de la longue distance, et je précise bien sur de la longue distance, c'est vraiment. Je pense que j'y trouve mon équilibre. Et d'autant plus, je pense, sur les chemins de Compostelle, parce qu'en effet, c'est pas des randonnées vraiment solitaires. Enfin, ça peut l'être. En fait, c'est ça que j'aime. C'est que ça peut être quelque chose où on va être vraiment dans le dépouillement et on va rencontrer personne et on va être juste avec soi et avec ses pensées. Et ça peut être aussi très magique dans les rencontres, en fait. Et ouais, il y aurait tellement de choses à dire, en fait, Je sur sais, cette. c'est un podcast en soi. Mais je pense que ouais, j'ai vraiment trouvé beaucoup, beaucoup de choses différentes qui m'ont beaucoup plu. Et enfin, moi, ce que j'appelle un petit peu mon essentiel, mais c'est très vague quand on parle de l'essentiel, mais il y a le côté, ben, où on marche, ah, comment dire? Je ne saurais pas, j'ai trop, trop, trop de Prends choses dans ton ma temps. tête qui sont en train de pouf, 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 de germer. Euh, le fait de, Déjà, le fait de marcher, d'être en mouvement, ça forcément, ça c'est quelque chose qui me. Et puis de marcher, enfin le fait de voyager à pied en fait, je dirais même juste que pas juste randonner, c'est voyager à pied en fait. C'est d'aller à tout petit pas au rythme de son corps en fait. On ne se projette pas avec un outil ou avec quelque chose qui est autre que juste la force de notre corps en fait. Et du coup, ça nous ramène à quelque chose de très lent, qui est en plus paradoxalement, enfin, par rapport à la société dans laquelle on est un petit peu, où tout va très 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 vite, ça nous oblige en fait à nous ralentir notre propre rythme et à vraiment vivre le paysage, vivre l'endroit qu'on traverse, vivre l'immersion dans la nature au sens vraiment total. Euh, et le fait que ce soit sur de la longue distance, le fait que ce soit tous les jours qu'on répète ça, ça nous permet en fait, d'ancrer des nouvelles habitudes dans notre vie. En fait, on commence à construire un autre schéma que celui complètement. Enfin, on est très déconnecté de la réalité, en fait, je dirais. Même si c'est très réel ce qu'on vit sur le chemin, mais on est vraiment déconnecté, on va dire, du quotidien dont on a l'habitude. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'habitude qui va venir se créer, où on est en immersion totale avec l'extérieur, avec la nature. Et moi, j'ai l'impression vraiment de retrouver ma place, en fait. Et c'est ça aussi que j'appelle mon essentiel, c'est que j'ai l'impression vraiment
j'ai l'impression d'être déracinée en fait quand je retourne dans mon quotidien et que dès que je me remets en marche dans la nature, alors maintenant ça peut être quelques heures aussi, ça marche aussi, mais c'est vrai que sur la longue distance, il y a notre cerveau qui commence à vraiment complètement oublier quelque part que l'autre réalité dans laquelle c'est vraiment on a l'impression d'être dans des mondes parallèles, vraiment, je trouve, moi. T'as déjà calculé combien de temps ça prend avant que tu t'intègres dans cette nouvelle réalité? Parce qu'il y a souvent plusieurs phases, tu sais, il y a la phase de l'excitation, la phase de lune de miel, après il y a la phase du rejet, puis après il y a la phase de l'acceptation et de t'embrasses toutes les choses qui arrivent. Je sais pas, toi, t'as déjà calculé combien de temps ça te prenait pour rentrer dans cette phase de plénitude ou je sais pas. Alors j'ai pas calculé, non, je t'avoue, et je pense aussi que peut-être, enfin, plus on réitère l'expérience, peut-être plus on accélère le C'est processus. vrai. Ah. Peut-être, je sais pas, mais j'aurais l'impression que après, peut-être aussi, enfin, je saurais pas te dire en termes de temps. Même sur mon premier chemin, je saurais pas te dire. Ça a pris, je pense, un bon 2 semaines quand même avant de vraiment être dans le chemin. Je pense qu'au bout, oui, même, mais c'est ça, parce que même quand je le fais en petites portions, en fait, je me rends compte par exemple, des fois je pars que 3 jours, et sur 3 jours, en fait, on rentre à peine dans le chemin, on Ouais. commence tout simplement à se dérouter. Donc, comme tu dis, mais je pense que sur mon premier chemin, c'est ça, 2 semaines, et là, j'étais vraiment dans ça, dans le début de la plénitude, si on peut l'appeler comme ça. Et je pense que, ouais, un bon 2 semaines déjà pour que vraiment même le cerveau, l'esprit, le corps, tout, en fait, commence à vraiment s'habituer à la marche aussi, et n'ait plus aussi les douleurs de la marche, et n'est plus forcément tout ça, et le corps demande à marcher, en fait. Il y a un moment où il demande vraiment, il y a un besoin après. Tu disais que tu as trouvé Compostelle ou Compostelle t'a trouvé, c'était quelque chose que tu voulais faire et que c'est arrivé à la fois naturellement et aussi c'était un peu comme la progression de tes années d'avant où tu disais que tu étais un peu nomade. Euh, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui t'ont poussé à adopter ce mode de vie-là ou comment t'en es? J'ai l'impression qu'il y a toujours une progression naturelle vers ce qu'on est supposé être. Et quand je te vois sur YouTube dans tes vidéos, je le reconnais pas mal parce que j'ai l'impression que certains caractères, comment dire, dans la vie, on est un peu à la recherche d'une certaine liberté dans un monde cloîtré ou dans un monde un peu d'emprisonnement, de petits emprisonnements. Et il y a un peu deux catégories de gens. Il y a les gens qui se contentent et se satisfont de ce qui leur arrive et de la vie telle qu'elle est, des petites choses, des petits conforts et tout ça. Et il y a un paquet d'autres gens, dont je pense on fait partie, que on se pose la question, mais tous ces conforts-là, ça me convient pas, mais ça prend du temps à réaliser, à arriver à la vie, à se construire la vie que tu veux. Et toi, combien de temps ça a pris, ou pas nécessairement combien de temps, mais comment t'en es arrivé là? C'est quoi ton Euh, parcours, ton enfance? Parle-nous de ton enfance. Alors, vous êtes prêts? Là, ça va durer 10 heures. Non, bah, en fait, oui, moi, je pense que c'est parti comme tu dis, d'un rejet, en fait, total en fait, je m'apprêtais, je venais de finir mes études, je m'apprêtais à rentrer un peu. Moi, dans mon esprit, c'est j'allais rentrer dans le moule et faire comme tout le monde et rentrer dans bah, la vie, comment on appelle ça, la vie traditionnelle, un Ouais. peu, T'as étudié vie quoi? active. Ça, on appelle ça. Eh ben, moi, j'ai étudié l'audiovisuel, justement. Je suis monteuse vidéo, Ok. normalement, de base. Et bah voilà, passer des heures devant un écran. J'adore faire du montage, hein, c'est quelque chose, je suis passionnée par ce travail, mais malheureusement, c'est pas le mode de vie qui me convenait, en fait. Et du coup, voilà, ça part vraiment d'un rejet où je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas ça, j'ai pas envie de rentrer, en tout cas pas maintenant, peut-être plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est ça qui va me convenir et je suis pas prête à faire justement, à me contenter en fait de ça. J'avais Ouais. l'impression que mon avenir était tout tracé et que bah, ça ne m'intéressait pas tellement, en tout cas, voilà, pas tout de suite. Et ça m'a mis plein de voyages et plein de temps et plein de rencontres, surtout, je crois, avant d'en arriver à aujourd'hui être beaucoup plus en adéquation avec ce que je vis. Et contre toute attente, à accepter beaucoup plus de choses que la société voilà, nous impose, si on veut, quelque part. Et à savoir pourquoi je les accepte, en fait. C'est surtout ça qui est important, de comprendre pourquoi il y a certaines choses que j'accepte. Il y en a d'autres que je n'accepte toujours pas et je fais en sorte de ne pas vivre avec ces choses-là. Enfin, voilà. Mais oui, il y a toute une démarche, en effet.
Et je voyageais, enfin, je sais pas, j'avais quel âge quand j'ai commencé à voyager vraiment, à partir, à tout quitter. Je pense que j'avais 20 ans, enfin 21 ans, et j'en ai beaucoup plus maintenant. Donc il y a un gros, je peux dire, hein, mais il y a, bon, on va dire, ça prend sûrement, parce que pour moi, je suis pas encore arrivée non plus totalement à ce que j'aimerais, Y mais arrive-t-on? je Y arrive-t-on jamais, tu sais? y arrive-t-on? Ah oui, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je me considère quand même beaucoup, beaucoup plus proche en tout cas, beaucoup plus alignée avec moi-même, en tout cas. Mhm. C'est déjà un grand, Ouais. Puis ça se sent hein, dans tes grand pas. vidéos sur YouTube, j'ai l'impression que... Après, j'ai l'impression que YouTube, en fait, ça a peut-être pas mal d'aspects négatifs, mais ça a comme aspect positif que ça donne à beaucoup de gens qui sont soit introvertis ou qui ont quelque chose à dire, à raconter. Ça leur donne une plateforme et là, tu réalises que quelqu'un a une sensibilité qu'il peut partager finalement, en fait, et c'est là où c'est assez magnifique, ces plateformes-là où on peut s'exprimer en tant qu'individu sans nécessairement à être dans les milieux traditionnels tu vois, ou d'être un grand aventurier, d'aller aux quatre coins du monde. La petite aventure, c'est aussi gros que la grosse aventure, puis de pouvoir la partager comme ça, c'est super important, puis ça, je pense que les gens, ils peuvent à leur tour connecter, et justement, toi, est-ce que tu as des inspirations ou des choses qui t'ont vraiment, dans ta vie, changé ta vision de la vie? Euh, Tu veux dire des gens qui m'ont inspirée Ouais, ben, ou... des choses que tu as lues, des gens que tu as connus, je sais pas. En fait, moi, je sais que une de mes grandes, grandes inspirations qui m'a poussée à partir marcher, c'était les livres de Sylvain Tesson, en très Mhm. grande partie. Ouais. Et justement, sa vision du monde à lui, qui n'était pas le côté aventure, comme tu dis, en fait, parce que moi, enfin, ça me paraît tellement lointain, enfin, les grands, je dis pas vrai, mais les grandes aventuriers qui font des choses qui me paraissent tellement folles, en fait, et inaccessibles, en fait. Et justement, enfin, moi, je sais que j'avais beaucoup, beaucoup lu des livres de Sylvain Tesson qui m'ont dit, mais en fait, il a tout compris, pourquoi est-ce que moi, je fais Ouais. pas ça? Et qui sont très accessibles parce que justement, il a cette sensibilité, cette approche qui est... Parce que bon, il fait aussi des choses des fois un peu folles, mais je n'irai pas faire ce qu'il fait, mais c'est son approche et sa manière de vivre l'aventure qui m'a vraiment poussée à partir. Mais il y a quelque Ça, chose ça peut être dans... un des C'est articles. intéressant, ça, ouais, c'est un sujet intéressant parce que moi, je trouve que quand je lis Sylvain Tesson, il y a un côté rejet du monde et rejet de l'humain un peu que... En fait, moi aussi, parce que moi aussi, quand je lisais de Sylvain Tesson il y a quelques années, ça me parlait beaucoup. Et plus je lis, et peut-être c'est quand on vieillit différemment, puis j'ai l'impression, plus je lis, plus je me retrouve pas dans certains aspects du rejet du monde, de la non-acceptation, enfin, et après, je pense que tout le monde a le droit de penser ce qu'il pense, mais il y a quelque chose qui... Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? C'est juste moi Bah, ou... alors, je j'ai pas lu les derniers livres de Sylvain Tesson, donc je ne sais pas. Et si je te parle de ça, ça m'a vraiment inspiré il y a peut-être 4 5 ans Ouais, maintenant ouais, de maintenant. ouais. Ouais. Donc, à l'époque, ça me parlait beaucoup, mais t'es pas le premier à me parler de justement le fameux rejet plus de l'humain même. Et ça, je suis d'accord Mhm. avec toi sur ce côté. Il est très, Parce que dans bah, la il vie, tu est as très... deux choix. Il n'y a pas de mal enfin, parce que moi, j'ai souvent des idées un peu noires comme ça, quand tu vois surtout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde aujourd'hui, c'est la bêtise humaine, tu la vois, mais on est humain nous aussi, et elle est en nous. On est tous les mêmes, plus ou moins, donc il y a une sorte de, je sais pas, pas de prétention, mais au début, parce que je pensais souvent comme ça, tu vois, d'être au-dessus des autres, parce que parfois on peut se demander si tu vois, de faire Compostelle ou vouloir vivre d'une manière différente, est-ce que c'est pas une manière d'essayer de sortir du moule pour un peu dire, regardez, je suis spécial, je suis un enfant spécial, je suis pas comme vous. Je me pose la question, est-ce que tu penses à ça parfois? Est-ce que ce que tu fais, c'est justement une manière pour te solidariser de l'humain normal? Alors, je pense pas que ce soit pour me désolidariser. Ouais, t'as compris, Ouais. désolidariser de lui. Mais, mais je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup posé cette question-là aussi, en effet. Enfin,
surtout quand j'étais jeune. Parce que comme j'avais peut-être cette tendance à vouloir me dire, mais je suis pas comme les autres et me penser un peu au-dessus. Mais justement, je me suis beaucoup, beaucoup questionnée par rapport à tout ça et voyager m'a énormément remis à ma place, mais de manière très positive dans le sens où je me suis dit, bah non, en fait, je fais partie d'un tout, mais j'ai trouvé ma place dans ce tout, en fait. Et parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment, quand j'étais jeune, l'impression d'être très différente, mais je me disais, mais est-ce que c'est parce que enfin, est-ce que je veux me situer au-dessus ou est-ce que c'est juste que je n'ai pas ma place ici, mais je pense pas que c'était de la prétention, c'était vraiment Mhm. juste que je ne trouvais pas ma place en fait. Et donc ce côté, je pense pas qu'aujourd'hui ce soit vraiment pour me sentir faire autre chose différemment, mais je pense vraiment que c'est juste qu'on est beaucoup à vouloir faire plein de choses Ouais. différemment et c'est juste soit on se le permet pas soi-même ou soit bah, on n'a pas les éléments extérieurs et les conditions qui nous le permettent en fait. Mais c'est là où quand on se sent, quand on se reconnaît pas dans la société ou qu'on se sent toujours au mauvais endroit ou quoi, et le risque c'est qu'il y a une sorte de confort où on va se dire ah je suis pas comme les autres, alors qu'en fait on est il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça et peut-être plus de gens qui se sentent comme ça que de gens qui sont dans le moule, mais il y a toujours cette sorte de dualité entre rentrer avec le troupeau ou faire sa vie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a peut-être ce privilège-là, cette liberté-là, qu'il y a beaucoup de confort dans la vie qui nous sont donnés. Et donc, on a ce temps et ce privilège de pouvoir se choisir une vie et de travailler à avoir la vie qu'on veut. Et ce qui est, même si je pense par le passé, ça arrivait plus qu'on le pense, mais peut-être qu'aujourd'hui, on est privilégié, je sais pas. Mais toi, en fait, dans ton parcours, je sais pas si tu pouvais nous dire, on va revenir sur Compostelle, comment ta vision de ta propre personne et peut-être de ton corps a changé au fur et à mesure de ces expériences. Est-ce que tu as appris à vivre avec toi-même et aussi, est-ce que tu as eu des... Je pense en fait, la question c'est aussi sur le côté physique. Si tu as eu des pépins physiques qui t'ont appris ensuite à vivre avec toi et je sais pas, des réalisations que tu as eues au fur et à mesure de tes expériences. Bah alors moi c'est un peu particulier dans le sens où enfin j'étais beaucoup en conflit avec mon corps justement encore une fois depuis jeune parce que j'avais eu des soucis de santé et en fait je pensais que marcher, randonner tout ça, ça ne m'était pas accessible parce que j'avais pas le droit, enfin j'ai eu pas le droit de faire de sport pendant longtemps, enfin bref, Mhm. et j'avais des soucis de dos, enfin et voilà, et du coup moi justement la marche ça m'a beaucoup réconciliée avec mon corps et à apprendre à mieux vivre avec justement j'étais beaucoup. Enfin, du coup, j'avais développé énormément le cérébral parce que je n'avais pas le droit en fait de pouvoir marcher, de pouvoir faire du sport. Et donc, marcher, ça m'a réconcilié, je te dirais, le corps et l'esprit. C'est un Ouais. peu bête, mais ça m'a permis de faire du sport parce que c'est quand même une activité physique, mais à ma capacité à moi qui est juste de marcher. Et il suffit que je marche plus lentement. Moi, je ne vais pas monter des sommets et tout ça. Hein. Je fais de la randonnée, mais c'est la randonnée cool. Et du coup, voilà, ça me permet quand même de me mettre en mouvement et d'allier le corps et l'esprit, je Combien de te dirais. kilomètres tu fais par jour en général? Parce qu'on l'a pas dit au début, Compostelle, c'est quoi? C'est 700, 800 kilomètres, 1000? C'est 850 si tu fais juste la... Enfin, 800 ou 850, non, 800, je pense, du Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques-de-Compostelle Ok. avec le Camino Frances. Et là, depuis la voie du Puy-en-Velay, ça t'en fait quasiment le double, en fait. Ça fait 1500 kilomètres. Mhm. Et toi, t'as fait Et donc, d'autres randos aussi, hein? Ah, excuse, on parlait d'un truc, j'ai oublié. Euh, oui, c'est parce qu'il me demandait sinon combien de kilomètres par jour et je sais que c'est une question qu'on me pose souvent et que en fait j'ai beaucoup de mal à y répondre dans le sens où il y a des jours je fais 5 kilomètres et ça me va et il y a des Mhm. jours j'en fais 30 parce que alors j'en fais pas 30 le premier jour ça c'est jamais mais avec le corps qui s'habitue à plat ou plus ou moins plat on peut largement faire 30 kilomètres, c'est possible mais ça varie et même si mon corps est habitué il y a des jours où j'en fais quand même que 5 parce que voilà c'est comme ça en fait. Quand t'as fait Compostelle la première fois, sur une longue randonnée, il y a toujours cette, encore une fois, une dualité entre le voyage en lui-même et le but. Parce que le but est tellement loin quand tu fais 10, 15, 20, 30 kilomètres par jour. Le reste, il faut se mettre au moment présent. Ça apprend vraiment à vivre l'instant tel qu'il est. Chaque pas compte, tout autant cliché que ça peut paraître. Euh, est-ce qu'il y a une sorte de déception quand tu arrives à Compostelle? Et bah oui, un petit peu, Ah je ouais. crois quand même.
Il y a, bah, oui, parce qu'en fait, moi, enfin, je suis partie en me disant que je n'irais pas à Compostelle dans ma tête. C'était pas possible, c'était trop lointain, comme Hmm, tu dis. Et l'arrivée, je me faisais beaucoup d'appréhension parce que je me suis dit, bah, en fait, ça va être quoi à l'arrivée? Et puis au fil du chemin aussi, plus tu t'approches et moins tu as envie d'arriver parce que moins tu as envie que ça finisse, en ouais. fait, cette aventure. Et l'arrivée en tant que telle devant la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, bah, c'est pas une déception, mais c'est genre, ah bah c'est ça, ok. Ouais. Bon, Parce voilà, qu'il en y a un fait. livre, il y a un livre de Jean-Christophe Ruffin qui raconte il fait le chemin. Et justement, il dit ça, et j'avais jamais pensé à cet aspect-là, et n'ayant jamais fait Compostelle, t'arrives là, mais il y a des gens qui ont fait juste la journée à vélo pour arriver là, ils sont en spandex, puis toi, t'es complètement comme le pèlerin, le cliché du pèlerin, tout sale et tout crotté. Et il y a des gens qui, tous les jours, enfin, il n'y a rien de mal à ça, hein, mais c'est qu'il y a tellement de façons de faire le chemin aujourd'hui que il y a peut-être moins cet aspect roots, tu vois, tu sais que tout le monde a fait des kilomètres tous les jours, a été sous la sécheresse, c'est sale, c'est pas douché. Alors aujourd'hui, c'est peut-être, je sais pas si c'est ça qui à l'arrivée change l'atmosphère parce que c'est quand même touristique et tout ça, et ça va peut-être en, en opposition avec ton chemin tous les jours qui est plus authentique. Mais au final, c'est la plus belle image en fait, parce que c'est vraiment, enfin, on a beau le répéter, ça restera toujours aussi vrai que c'est le voyage qui importe et vraiment pas la destination en fait. Et parlant de voyage, t'as fait d'autres grandes randonnées, il me semble, parce que j'ai vu quelques vidéos où t'as été t'as fait le chemin de Stevenson aussi, peut-être des quelques parties. Est-ce que ton but Ouais. c'est de faire tous les GR de France ou... Ouh là là là, non, parce qu'il y en a beaucoup trop. Non, en fait, c'est comme je le disais, depuis Compostelle, moi, j'ai plus envie de m'arrêter de marcher parce que j'y trouve vraiment mon équilibre lorsque je marche comme ça. Et j'adore marcher, donc je me priverai pas. Et au contraire, après, en fait, le but, c'est de ne pas avoir de but. C'est ça. Ouais. Donc, de ne pas, je projette pas du tout. Par exemple, le chemin de Stevenson, je crois que je l'ai su 2, 3 semaines avant. Oh, bon, on part sur Stevenson parce que là, pour le coup, je suis pas partie toute seule. Donc, en fait, contre toute attente, je ne prévois, surtout, bon, encore plus en ce moment avec les événements, j'apprends encore plus à ne pas prévoir, mais j'essaye de ne pas planifier. Je sais que j'ai des envies, qu'il y a des chemins qui m'attirent ou quoi, mais je laisse la vie faire et on verra si ça se présente sur mon chemin ou non, justement. Après, j'aimerais bien quand même terminer les chemins que j'ai commencés, mais malheureusement, voilà, on ne sait pas encore ce qui nous attend. C'est quoi que t'aimes le moins dans la grande randonnée? Que j'aime le moins. Ah, c'est une bonne question. Je sais pas. Les moments de galère où tu es en train de souffrir, quand tu es en train de te dire mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Mais pourquoi? Parce que tu es en train de te dire mais je me fais du mal, je suis en train de suer, je suis dans une côte, il fait super chaud, j'ai pas d'eau, je sais pas. Enfin, il y a c'est les petits moments où tu es bien en galère et que tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Mais juste après, bah, en fait, tu étais trop heureux quoi, quand tu es arrivé par exemple à un sommet ou que tu as réussi à trouver de l'eau justement pour boire à une fontaine. Ou Ouais. je sais Et pas. Donc, c'est tu réalises parfois que ces moments, c'est les plus importants, en fait, hein, parce que et c'est parfois, enfin, je parle tout le temps de ce concept-là, donc les gens, ils doivent en avoir marre, mais il y a toujours, il y a deux sortes de fun. Il y a le faux fun et le vrai fun. Et le faux plaisir, le faux fun, c'est aller au parc d'attractions et faire des montagnes russes. Le vrai fun, le vrai plaisir, c'est être sous la pluie, être sous la sécheresse, vouloir abandonner, haïr ta vie. Mais c'est quelque chose que quand tu vas en parler, ça te donne le sourire et tu es tellement heureuse d'avoir traversé ça et que ça te forge beaucoup plus de caractère. Mais c'est un concept qui est très important à garder en soi, je crois. Ouais. Et absolument. le, question pour toi, le voyage est-il une fuite? Ah, la fameuse. Euh, Bah alors, je me suis beaucoup posé de questions aussi sur ça, parce qu'évidemment, en partant comme ça, en quittant tout quand j'étais plus jeune, avant de me lancer dans la vie active, je me suis beaucoup questionnée, est-ce que je suis en train de fuir? Je pense que oui, à l'époque, je fuyais beaucoup, beaucoup de choses, mais c'était pour le mieux, en fait, parce que pourquoi pas fuir? En fait, il y a une... euh, comment dire, il y a beaucoup de choses positives à fuir certaines choses, en fait, à se mettre en retrait et à dire, oh, c'est pas mon moment, c'est pas là que j'y vais ou quoi. Et,
et donc, c'est pas négatif, mais je dirais que oui, ça peut être une fuite, le voyage, et ça dépend des circonstances, ça dépend d'où on en est dans sa vie. Et voilà. Et aujourd'hui, par contre, enfin, je continue à voyager, mais j'ai pas l'impression de fuir quelque chose. Au contraire, j'ai l'impression d'aller trouver ce dont j'ai besoin. T'as fait une vidéo sur la méditation et moi c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et t'as dit un truc à un moment dans cette vidéo, tu disais que par le passé, t'étais très en phase avec toi-même quand tout allait bien. Quand tout va bien dans ta vie, ben, toutes tes routines, tu peux facilement les suivre en fait c'est un peu un cercle positif. Mais tu parlais aussi que tu avais des idées noires. Est-ce que tu as déjà... est-ce que tu as travaillé là-dessus consciemment ou c'est quelque chose avec lequel tu vis euh, tout le temps? Enfin, je pense qu'on a tous des cycles et on vit tous avec des phases, mais comment tu as inclus la méditation dans ta vie? Si tu pouvais nous en parler pour les gens qui n'ont pas vu cette vidéo-là que je trouvais très très intéressante parce que ça c'était bien expliqué en fait. C'est assez dur parfois, c'est assez abstrait la méditation, c'est faire le vide ou ça veut rien dire, tu vois. Absolument. Ben, moi, j'ai eu la chance d'être initiée à la méditation justement par une pratique et la méditation de pleine conscience qui est vraiment très accessible et où on t'explique vraiment qu'en fait, c'est peut-être pas faire le vide justement, mais c'est plus essayer de voir ce qui se passe là-haut. Et, euh, attends, j'ai perdu la question du coup. Je veux que j'ai Je sais même rebondi. pas s'il y avait une question. Oui, c'est quand tout va bien. Ah oui, Et comment tu fais face à ça pour éviter que après quand tout va mal, ben, tu perds toutes tes routines et toutes tes... oui. Quand ça va mal, ça va plus mal. Alors, je suis encore en phase, en plein phase d'essayer d'accepter tout ça et d'aller mieux avec tout ça. C'est pas toujours évident, mais donc je sais pas si je suis la plus à même pour en Mais parler, est-ce mais que tu en as tout un cas, plan tous les jours? Oh, excuse, vas-y. non, après moi, non, justement, moi j'ai justement un gros problème, c'est la répétition et l'habitude dans mon quotidien, ça n'est pas possible. Donc la méditation, il y a des fois je m'y tiens vraiment tout le temps, c'est routinier, c'est quotidien, et puis il y a des fois pas du tout. Mais par contre, quand je vais en avoir besoin, je vais le sentir, puis là je vais me mettre peut-être dans un coin pendant une heure, puis je vais te faire une heure de méditation parce que je sais que j'en ai besoin et que ça va m'aider vraiment à essayer de voir justement ce qui se passe en moi, en fait, c'est surtout ça et comprendre en fait ce qui se passe en moi. Et quand justement je suis dans ces phases-là, moi ce qui est important c'est d'aller comprendre. Et maintenant, comme je fais, enfin justement avec la pratique de cet exercice, parce que la méditation c'est vraiment juste un outil finalement, euh, avec, enfin plus on pratique et plus on arrive facilement à voir ce qui se passe en nous, même des fois dans notre quotidien. Et moi, c'est ça qui me permet des fois, parce que des fois, les pensées noires, elles vont arriver à la suite de plein de choses qui vont s'accumuler. Et le fait que, en fait, dans mon quotidien, des fois, là, je vais sentir que je suis un peu stressée ou un peu nouée, et ben, tout de suite, je vais me dire, ouh, je sens qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que c'est? Et je vais tout de suite prendre la... Enfin, en fait, ça découle de la méditation, tout ça, c'est de comprendre ce qui se passe en nous. Et donc, je vais tout de suite, au lieu d'accumuler, grâce à ces automatismes que j'ai pu créer avec la méditation, je peux aller voir, ok, bon, bah là, j'ai un truc qui va pas, c'est maintenant qu'il faut que j'aille regarder un petit peu plus en dedans, qu'est-ce qui se passe, c'est pourquoi ça va pas et qu'est-ce qui te fait te sentir comme ça, en fait. Ouais, mais ça prend... J'ai l'impression que ça prend pas mal de temps avant d'arriver à ça parce on est très souvent en lutte avec les idées qu'on a, avec soi-même, l'acceptation des autres, de soi. Mais c'est peut-être, je sais pas, ouais, c'est... est-ce que la méditation, c'est être conscient de notre conscience, justement? Ben, je pense que oui, enfin, je dirais ça, moi, je dirais que c'est, en fait, enfin, moi, en tout cas, ce que j'appelle la méditation de pleine conscience, tu peux la faire même en te lavant les dents, en fait, si tu veux, dans le sens où c'est prendre enfin, amener à ta conscience ce qui se passe en dedans, en fait. C'est vraiment juste ça, justement, parce qu'en fait, dans une journée, il s'en passe tellement des choses à l'intérieur, mais on s'en rend juste pas compte, en fait. Enfin, on prend pas le temps, ou on n'a pas les Ouais. mécanismes, ou on n'a pas. En fait, c'est une question de temps, parce qu'aujourd'hui, on est tellement happé par plein de choses dans une journée. Mais, enfin, oui, je pense que c'est vraiment avoir conscience des choses, en fait, tout simplement. Ok, fait que ça, la méditation de pleine conscience, c'est vraiment lié au moment présent. Et c'est drôle parce que j'écoutais une interview je sais plus s'il est anglais ou gallois ou je sais pas, c'est un prêtre qui est pas vraiment un prêtre qui s'appelle John Butler et il a fait des livres sur la méditation pas mal et il parlait de ça que son père, sans le savoir, il lui apprenait la méditation. Ça a l'air que c'est ça, de pleine conscience, parce qu'il disait
quand tu scies une planche de bois ou un arbre, regarde la scie sciée, tu vois, et c'est quand tu frappes avec ton marteau sur ce clou, regarde et c'est vraiment, si tu, peut-être, est-ce que ça nous rend peut-être plus, euh, est-ce que ça nous apprend la gratitude, peut-être ça, c'est relié, hein? Ouais, c'est tout à fait relié ouais, la gratitude et être reconnaissant en fait des choses et être vraiment juste là pour être là, en fait sans laisser son esprit vagabonder. Oh, il faut que je fasse ma liste de courses, oh, il faut que je fasse ci. Et justement d'être juste là dans le moment. Enfin, c'est difficile, hein, ça a l'air facile quand je dis ça comme ça, mais juste ce que je dis en se brossant les dents, bah, tu penses juste à ta brosse qui est en train de te chatouiller les dents et tu penses à rien d'autre et tu n'es pas en train de penser à 50 trucs en même temps. Enfin, c'est ça qui apaise énormément et qui nous permet d'être vraiment bien. Enfin, moi, c'est ça qui me fait me sentir bien et me dire, ben, en fait, je suis juste là. Ou même prendre une inspiration consciente, tu vois, de dire, OK, on est là. Enfin, Ouais. je sais Les pas si outils, ils c'est sont clair. en nous. Ouais. Non, non, c'est clair parce que c'est ça, c'est intégré que les outils sont en nous. Il y a un concept dont tu as parlé, c'est la non-fixation. C'est quoi ça? Bah, oui, t'as regardé toutes mes vidéos, quoi. T'as regardé mes vidéos très enfin, plus poussées spiritualité en tout cas. Euh, Bah, alors, ce que moi j'appelle la non-fixation, c'est justement pas enfin, de manière grossière, c'est de ne pas s'enfermer dans des cases et dans les mots, parce que les mots ont beaucoup, enfin, finalement, d'importance. Et il y a une grande tendance à toujours vouloir nommer les choses, et mettre, enfin, surtout classifier, on va dire, les choses, et notamment nous-mêmes, et que ce soit nous-mêmes qui nous mettons dans des cases en enfin, nous donnant des mots à nous-mêmes. Je suis maladroite, je suis pensive, je suis, j'en sais rien, introvertie, par exemple. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est un exercice d'essayer de ne jamais vraiment, parce qu'en fait, on est en mouvement, on est des êtres qui vont toujours évoluer au fil de la vie. Il y a des constantes, évidemment, plus ou moins, parce qu'on a des caractères tous les uns les autres, mais on peut être autant. En fait, l'idée, c'est qu'il ne faut pas s'attacher aux mots, il ne faut pas s'attacher à se dire oh, bah, je suis maladroite, je serai maladroite toute ma vie, ça ne changera jamais, et c'est comme ça, et c'est tout, en fait. Alors que justement, il y a des fois, on sera maladroit, puis il y a des fois, on sera beaucoup moins, et C'est il ne drôle ce que tu faut pas dis. s'en vouloir. C'est drôle ce que tu dis parce que c'est très. Je voulais te poser la question sur ton expérience des réseaux sociaux, mais ce que tu dis, ça me fait penser aux réseaux sociaux parce que moi, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux, puis j'ai partagé ce que je partage parce que je voulais documenter un peu justement quelque chose de différent que je faisais pour moi. Et au fur et à mesure des années, ben, alors que justement je lutte contre être dans des cases, les réseaux sociaux et YouTube, et les gens qui consomment ce contenu, ils veulent à tout prix pour te regarder, il faut que tu sois dans une case. Donc toi, t'es la fille qui fait Compostelle et t'es que ça. Il faut que tu fasses que ça maintenant. Moi, je suis le gars qui vient en van, donc si je fais une vidéo avec des chèvres, attention, qu'est-ce que ça fait dans ta chaîne? Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment une transposition dans la vie de tous les jours qu'on dit on met les gens dans des cases. Et tu le vois sur les réseaux sociaux parce que dès que tu essayes quelque chose de nouveau, déjà les algorithmes ne vont pas encourager, disons, ta vidéo, par exemple. Moi, il y a plein de vidéos qui sont très importantes pour moi et qui ont genre 2000 vues, alors qu'il y a des vidéos qui sont à moyenne et qui ont genre 50 000 vues. Mais c'est assez intéressant parce que je sais pas si on peut c'est peut-être une lutte permanente contre ça, contre cette non-fixation, parce que ça nous accompagne dans tous les aspects de la vie, on dirait. Et justement, question sur les réseaux sociaux, ça a été quoi ton expérience et pourquoi c'est quand que tu as commencé, comment tu es arrivé à vouloir documenter tout ça? Parce que tu disais que tu as un background en montage et en audiovisuel, donc ça aide, mais je voulais savoir un peu comment c'est arrivé tout ça. Eh bien, en fait, ça remonte, mais il y a eu, en fait, enfin, au fil des voyages, j'ai eu un moment où j'ai eu envie un petit peu enfin, ça a commencé tout simplement de vouloir partager ce que je vivais, de base enfin, vraiment le truc tout basique, tu veux partager avec ton entourage ce que tu vis, en fait, ça a un peu commencé comme ça, on a une petite page Facebook, mine de rien et tout, et puis, bah, petit à petit, ça a construit. Moi, j'ai commencé ça, j'étais au Canada, j'étais justement en PVT au Canada à l'époque. Et puis, j'ai commencé à vouloir, voilà, faire des petites vidéos et je m'amusais en fait plus qu'autre chose en fait à travers tout ça.
Et en fait, ce qui a fait vraiment que je prenne un peu ce virage de j'ouvre une chaîne YouTube accessible à tous et voilà, que ce soit vraiment un truc où je m'adresse à des gens que je ne connais pas à travers des vidéos par exemple, et que voilà, je partage plus que juste mon vécu, même donner des petits conseils, des petites astuces ou des choses comme ça. Ça a été vraiment le fait qu'en fait je suis partie donc sur Compostelle en me disant je vais faire des petites vidéos de mon voyage, et puis en fait au fil du temps je les avais postées juste sur ma fameuse petite page Facebook qui ne payait pas de mine à l'époque, et et puis, bah, en fait, les gens, enfin, ça a été pas mal partagé, mes petites vidéos. Et puis, bah, en fait, au fil du temps, bah, j'ai commencé à les partager, puis je les ai mises sur YouTube. Puis, bah, c'est là que je me suis dit, enfin, en fait, de fil en aiguille, les gens commençaient à me poser des questions. Mais t'avais quel matériel? Tu faisais quoi? Puis, bah, je me suis dit, bah, très bien, moi, j'ai les compétences pour faire des vidéos. Je vais répondre en vidéo. Comme ça, au lieu de répondre à chacun individuellement, paf, je mets une petite vidéo et puis, bah, je répondrai à tout le monde. Et puis, bah, de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur et malgré, enfin, je m'attendais pas du tout à ça, hein, pour être 100% honnête. Et je ne pensais pas que ce serait en faisant comme tu disais, des vidéos sur le chemin de Compostelle spécifiquement, parce que j'avais commencé à faire des vidéos au Canada de base. Donc voilà, les choses se sont fait un peu Comment malgré moi au donc départ. t'as vécu au Canada, au Québec et ailleurs ou juste au Québec? Ben, principalement au Québec, et j'avais été un été aussi en Colombie-Britannique, Ok, où ça? à Tofino. Ok, ok. Et au Québec, c'est où que t'étais? J'ai pas mal bougé parce que du coup j'étais aussi plus ou moins nomade au Québec, mais je suis pas restée longtemps à Montréal par exemple. Je suis allée beaucoup dans la région du Saguenay. J'ai eu un gros Ok, coup de cœur pour la région du Saguenay. J'ai surtout vécu à L'Anse-Saint-Jean. Je sais pas ok, si tu ok. Ouais, connais. ouais, ouais. J'ai passé pas mal de temps là-bas, ouais, ouais. Ah bah ouais, j'adorais. Du coup voilà. Et tu faisais, c'est quoi que tu faisais? Tu travaillais ou tu étais juste nomade et, Ouais, non, en fait quand je dis nomade, c'est en fait je vivais de petits jobs saisonniers, et ok, puis ouais, après quand je voyageais souvent l'intersaison, et puis voilà. Et j'ai aussi un moment vécu un petit peu en van aussi et tout ça. ouais. Et c'est là que j'ai découvert ta chaîne. Ah ouais? C'est drôle. Et c'était quoi ton expérience de... Est-ce que du Québec et de... Enfin, je sais pas si t'avais voyagé avant déjà au Canada ou quoi. Je me posais la question, est-ce que en termes de rando, ben aussi, avais-tu fait Compostelle déjà à ce moment-là ou tu l'as fait en revenant? J'ai fait en revenant. Ah, ok. Donc ça t'a ouvert la porte. Ouais. Complètement. Au contraire, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé au Québec, alors, c'est que j'ai vraiment rencontré des gens qui étaient à fond dans le plein air, et je trouvais que, enfin, après, je sais pas dire si c'est parce que j'étais juste avec des gens qui étaient très connectés à ça que enfin, que je m'y suis mise, et que en France, c'est juste que je connaissais, enfin voilà, j'avais pas les connaissances ou un entourage qui était très axé plein air et randonnée. Mais c'est vrai qu'au Québec, j'ai été vraiment, et c'est pour ça que j'aimais vivre bah, au Saguenay ou dans les petits villages, et que j'étais en passion des endroits où bah, ça se prête à aller randonner partout tous les jours, et c'est super quoi. Et ouais, ça m'a beaucoup, enfin je pense que ça m'a aidé à pousser l'aventure plus loin et ensuite à partir sur le chemin de Compostelle. As-tu des peurs? Ah bah, tellement, hein, tellement. Moi, après, bah, je pense que c'est la grosse peur, enfin que toutes mes peurs sont rattachées à celle-là, qui est la seule, unique, la peur de la mort. Mais, voilà, donc oui, oui, je pense que c'est aussi ça qui me fait avoir plein d'idées noires, enfin, je pense que c'est la constante de ma vie, en fait, la mort. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, je pense que toutes mes peurs qui sont secondaires ou que je pourrais te nommer là, en fait, c'est des peurs qui sont rattachées à cette peur-là, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu as Donc, réalisé plus tard ou parce que ça prend peut-être pas mal d'apprentissage sur ça? Non? Parce que j'ai l'impression que ah non, tu mets le doigt sur quelque chose, que toutes les peurs qu'on a, c'est une peur reliée souvent à ça, mais on le sait pas nécessairement, tu vois. Parce que moi, je pensais à peut-être quand tu as commencé des peurs à si tu vas faire un bivouac et tu sais pas vraiment où tu es, et que là, tu as une peur d'être là, la peur ultimement, c'est que quelque chose t'arrive et c'est peut-être la peur de disparaître, mais bah, enfin, oui, évidemment, après, il y a des peurs, par exemple, comme tu dis, en bivouac, qui m'arrivent et qui sont, en fait, c'est ça, elles sont plus ou moins liées à la mort, mais moi, enfin, j'ai eu cette approche-là, je pense, depuis très, très jeune, en fait, cette peur de la mort, et je sais pas, elle s'est présentée à moi, et depuis, bah voilà, je sais que de quoi que j'ai peur, c'est parce que j'ai peur de la conséquence derrière. Après, il y a aussi forcément, voilà, en bivouac, des fois,
enfin, surtout quand j'ai commencé à faire du bivouac, j'avais très très peur de tous les bruits extérieurs et tout ça, mais en fait c'est la peur de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne voit pas, parce que des fois quand on est sous la tente on ne voit pas ce qui se passe, c'est juste une feuille qui tombe, mais ça nous fait très peur parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est juste la peur de l'inconnu et de ce qui pourrait m'arriver en fait, de ce qui pourrait Ouais. Ben surgir. je sais pas si tu as lu le livre de Cheryl Stray, Wild. Je l'ai pas lu, mais Ouais, j'ai ben, vu le film après. dedans, il y a un concept assez intéressant sur la peur parce que, tu vois, elle fait une grande randonnée qui est le Pacific Crest Trail et dedans, j'aimais beaucoup ce qu'elle disait. Je pense pas que je vais réussir à le redire ici, mais c'est sur la peur, sur comment, en fait, t'as deux choix. C'est soit tu laisses la peur définir toute ta vie, soit quand tu entends quelque chose, tu rationalises la chose en te disant, OK, ceci est un ours, ceci est un animal, je suis un humain, ceci est un bruit, mais le bruit ne veut pas nécessairement dire que attaque. Enfin, c'est tout un système de rationalisation qui, je crois, n'est pas inné dans la plupart d'entre nous et que c'est la méthode Coué un peu. C'est vraiment, il faut vraiment commencer quelque part. C'est comme une mémoire musculaire d'une certaine manière. Et je trouvais ça assez intéressant parce que moi, j'ai pas mal de peurs aussi, souvent, qu'elles soient matérielles ou parfois de vie sauvage ou quoi. Et j'ai réalisé que mes 95% de toutes les peurs, c'était irrationnel et que au final, jamais rien arrivait en fait. Et que le jour où quelque chose arrive, c'est à la fois peut-être parce que tu n'avais pas peur, mais aussi parce que c'est le hasard et c'est la vie et que c'est pas quelque chose que tu contrôles. Et je crois que la peur, c'est lié peut-être beaucoup à ce contrôle qu'on veut sur les choses parfois. Je sais pas si tu es quelqu'un qui a appris à laisser faire et à laisser à perdre le contrôle, ou si tu es quelqu'un qui par le passé, est-ce que tu aimais contrôler les choses qui t'arrivaient ou C'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question. Ben, je sais pas en Ok, fait. Je non, saurais c'est pas pas dire grave. si c'est que j'ai réussi à apprendre. Mais après, je pense que c'est aussi de par l'expérience. Comme tu dis, moi, il y a quelque chose. Enfin, quand tu dis qu'au final, enfin, allez, 95% de nos peurs, elles sont irrationnelles. Et en fait, c'est à force de faire. Moi, par exemple, notamment le bivouac, c'est à force de bivouaquer. Parce qu'au début, je dormais pas. Mes minutes de bivouac où j'étais toute seule dans la nature, je dormais pas parce que j'avais peur de tous ces bruits et de me dire, mais mon Dieu, on va m'attaquer, il va se passer quelque chose, nanana. Et en fait, à force de le faire et à force qu'il ne m'arrive rien, et en fait, à force d'avoir confiance aussi, c'est de prendre confiance aussi, je pense beaucoup. Et ben, à force de ça, j'ai réussi à me dire, en fait, et des fois, ça m'arrive dans la nuit, je me réveille, j'entends un bruit, bon, ça peut être, enfin, je me dis justement, comme tu dis, je nomme toutes les choses que ça pourrait être. Bon, ok, ça m'attaque pas au bout de 5 minutes, j'entends toujours le bruit. Bon, c'est que c'est pas dangereux, je me rendors. Voilà, c'est une question d'expérience, je pense aussi, parce que c'est à force de faire que Ouais. j'ai réussi Et à t'as dû avoir passer outre aussi. t'as dû avoir cette question souvent en tant que femme seule qui randonne sur le El Camino. Est-ce que tu as développé une sorte de sens et d'alerte et d'instinct, ou t'as toujours eu ça? C'est quoi le... Parce que à la fois, c'est toujours à chaque fois faire une question spéciale femme seule, c'est toujours un peu énervant, mais à la fois c'est malheureusement une réalité, j'ai l'impression quand même, surtout en Espagne ou même en France ou n'importe où en fait. Donc c'est quoi toi ton expérience par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que t'as été consciente de ça? Ouais, forcément. Enfin, il y a forcément. Je pense qu'on a forcément cette peur-là qui est présente, quoi qu'il arrive. Après, moi, j'essaye comment dire, de pas lui donner trop d'importance. Encore une fois, tu vois, de pas l'alimenter cette peur-là justement. Enfin, moi, c'est un de mes messages avec ma chaîne YouTube, c'est vraiment d'essayer de dire aux femmes d'y aller, parce qu'il faut pas justement alimenter ces peurs et continuer à vivre dans la crainte en fait. Mais après, je crois que malgré tout, il y a forcément une part de soi qui se méfie. Enfin, moi, je sais que je me méfie forcément. Enfin, Des hommes ou de et tout le monde? j'allais dire, et surtout, je pense quand même des hommes en général, mais parce que je suis seule sur le chemin en tant que femme. Mais après, euh, c'est juste une méfiance qui reste une petite alerte qui va rester à l'esprit. C'est pas pour autant que je vais pas parler aux hommes, hein, enfin, que je veux pas. Mais c'est juste que elle reste là. Et s'il y a un comportement ou quelque chose qui est un petit peu suspect, bah tout de suite, poup poup poup, c'est Ouais. alerte rouge Mais c'est drôle et parce que voilà. c'est assez intéressant, j'en parle souvent avec mes amis filles, puis c'est quelque chose qu'en tant qu'homme, on peut pas comprendre
Et je dis pas ça en essayant d'être comme je vous comprends les femmes. C'est vraiment quelque chose que on peut fondamentalement pas comprendre. Peut-être comme plein d'autres choses, mais c'est à la fois triste parce qu'en tant qu'humain, tu te dis c'est fou parce que toi, ton intention, elle est en tant qu'individu, tu n'as aucune mauvaise intention et l'autre personne, eh bien, elle a ça en arrière de la tête, tu vois. Donc c'est un sujet assez intéressant parce que c'est vraiment un truc que, en tant qu'homme, encore une fois, on peut pas comprendre. Et je sais pas si, en tant que femme, est-ce qu'il y a des choses qu'un homme fait qui peuvent paraître comme dangereuses, ou je sais pas si la question est bien formulée. Ouais, après, je pense pas qu'il y a des. Enfin, je veux dire, tant que t'as pas de mauvaises intentions, je pense pas qu'il y ait des choses que tu vais faire qui vont me paraître dangereuses. Après, moi, euh, c'est vraiment aussi des fois. Enfin, il peut y avoir cette peur dans le quand justement il y a un peu, je dirais, un flottement quand tu sais pas en fait justement quelle est l'intention de la en face de toi. Enfin, je pourrais te citer un exemple parce que en fait, une fois, je marchais avec quelqu'un, je venais de rencontrer un homme sur le chemin. Et à un moment, on arrive au soir au gîte pour dormir sur le chemin de Compostelle. Et en fait, la personne en face de nous nous dit on a plus qu'une chambre et c'est un lit double. Et du coup, tu vois, il y a un petit moment de flottement parce que j'avais aucun problème avec cet homme, tout s'était très bien passé, il n'avait aucun comportement. Mais tu sais, il y a le moment où tu veux lui dire que t'es pas confortable de dormir avec lui, mais en même temps sans le vouloir lui dire que c'est pas contre lui, en fait, c'est le fait qu'il soit un homme. Parce que ça aurait été une femme, j'aurais jamais eu aucun problème, tu vois. Et c'est ça qui est, même moi, je me fais beaucoup réfléchir par rapport à mon comportement, à me dire, mais ça m'embête d'imposer ça à la personne, de devoir lui expliquer qu'en fait, bah, il pourrait être potentiellement une menace pour moi si je le laisse dormir, si on dort dans le même lit, en fait. Et c'est très complexe, cette, voilà, ces histoires-là, en fait. Et au final, je l'ai quand même exprimé à l'homme et il l'a très bien pris. Et en fait, maintenant, on en rigole quand on en reparle. Euh, mais c'est juste que c'est délicat, en fait, comme sujet, à cause de toutes ces montagnes qu'on fait autour de ça et à cause, malheureusement, de la réalité, comme tu dis, parce qu'il ne faut pas dire qu'il y a quand même, malheureusement, des choses qui sont réelles derrière Ouais. ces peurs-là. Et encore plus sur le Donc, chemin où tout le monde, il y a une sorte d'horizontalité dans les pèlerins que tu deviens un peu ami avec pas tout le monde, mais la plupart des gens, au moins tu vas apprendre à te connaître. Et il y a une sorte de familiarité peut-être instantanée qui va arriver, qui n'est pas quelque chose que dans la vie de tous les jours on a nécessairement, où tout le monde n'est pas ton ami quand tu croises quelqu'un sur le trottoir. Et donc peut-être c'est là où parfois c'est un peu ça c'est quelque chose un peu d'anormal en fait dans la société aujourd'hui, et bien d'être familier avec tout le monde. Donc peut-être sur le chemin ça ajoute un certain flottement parfois, parce que évidemment il n'y a pas tout le monde qui va devenir ton meilleur ami. ouais, 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 tout à fait. Bah après, moi aussi, quelque part, en fait, je trouve que c'est double parce que comme tout le monde peut devenir ami, si jamais je marchais seule, puis je me dis qu'il y a tout le temps d'autres gens justement que je vais rencontrer qui peuvent aussi, si jamais j'avais une mauvaise rencontre, m'aider en fait dans ça. Le fait qu'on soit tous ensemble, je pense que, enfin, tous, comme tu dis, on a beaucoup plus facilement, on se parle plus facilement et on fait des connaissances plus facilement voilà, bref, se parler tous ensemble, quoi. Ouais. Enfin, je me méfie moins aussi dans le sens où, comme je peux aussi bien parler, comme il y a beaucoup de gens sur le chemin et comme si jamais il y avait quelqu'un vraiment qui était désagréable ou qui avait été mal intentionné avec moi, mais il y aura toujours quelqu'un d'autre auprès de qui je pourrais me tourner pour demander de l'aide, en fait. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si. Mhm. Non, non, ça a du sens. Et c'est quoi est-ce que tu es quelqu'un qui aime la solitude, ou c'est quoi ta vision par rapport à la solitude? Parce que tu disais qu'il y a toujours des gens sur le chemin, mais tu peux aussi le vivre en mode complètement solitaire. On commence souvent la vie nomade ou un changement de vie en étant j'ai besoin que de moi-même et j'aime ma solitude. Et souvent, ça amène à avoir des expériences, que ce soit en faisant du woofing ou en étant saisonnier, en rencontrant des gens. Et là, après, on recrée une sorte euh, d'appréciation d'un groupe ou d'une vie sociale, mais d'un certain équilibre entre les deux. Et je sais pas, toi, si tu es quelqu'un qui est plus social ou qui est plus solitaire. J'imagine c'est ça la question que je voulais poser.
Non, mais elle est très très bien ta question. En fait, c'est une des choses avec lesquelles j'essaye de faire en sorte que ça s'harmonise justement parce que j'aime être seule, mais j'aime aussi beaucoup être avec du monde en fait. Mais j'ai besoin de moments seuls, ça c'est sûr. Mais je veux pas vivre en ermite et être Mhm. seule enfin voilà, vivre dans un coin toute seule. J'ai besoin aussi quand même, voilà, d'être avec du monde et j'ai beaucoup vécu enfin le parcours un peu que tu dis où je suis partie un peu en mode je m'en vais toute seule, de toute façon, j'ai pas besoin de vous. Et au final, à revenir un petit peu sur tout ça et à me dire, bah, en Mhm. fait, c'est quand même pas mal d'être avec du monde, hein. Et alors, enfin, moi, j'ai quand même, enfin, je pense que j'ai quand même, peut-être par rapport à une moyenne de gens, une grande capacité à être seule assez longtemps. Euh, parce que j'apprécie être en ma compagnie. Mais j'apprends, enfin ça peut paraître un peu présomptueux de dire ça, mais enfin, je pense que c'est un apprentissage aussi parce qu'en fait on est la personne avec qui on va passer le plus de temps toute notre vie, donc c'est un apprentissage, c'est intéressant d'apprendre à se connaître pour passer du bon temps avec soi-même. On va penser que je suis une Non, non, psychopathe. mais c'est super important. Non, c'est un truc super. Et je pense que beaucoup de gens, pourquoi ça va mal dans leur vie, et qu'ils l'expriment de différentes manières, que ce soit avec les autres, avec leur famille, sur YouTube, dans des commentaires. Pourquoi ça va mal dans leur vie, c'est en partie parce que c'est difficile de vivre avec soi-même. Je pense en tout cas, c'est une théorie. C'est c'est quoi ta vie de rêve? Ma vie de rêve, devenir multimillionnaire et vivre aux Bahamas. Non. Très plausible quand on te connaît. Pourtant, je mets tous les efforts pour y arriver, hein, là. Non, en fait, j'espère que je me rapproche de cette vie de rêve. Mais en fait, c'est une vie très simple. Euh, je me souviens, j'avais noté sur un petit papier il y a quelques années de ça. Finalement, c'est juste avoir ma petite maison, ma petite cabane en bois avec une rocking chair tu sais, sur la terrasse devant et regarder la forêt depuis cette rocking chair. Voilà, c'était mon Pourquoi, idéal à pourquoi l'époque. on aspire à ça tous? C'est une très bonne question. C'est vrai que on est très très nombreux. Mais je pense aussi enfin, il y a beaucoup de choses, je pense qu'il explique, mais aussi je pense qu'on a un retour à la nature et aux choses simples qui est grandissant en nous et parce qu'en fait on s'est trop longtemps déraciné de tout ça. En fait, j'ai l'impression moi. Mhm. Très bon. Après, c'est pas évident parce qu'à nouveau, est-ce que tu pars t'isoler tout seul ou est-ce que voilà, est-ce que tu fais ça avec du monde? Est-ce que tu fais ça en communauté? Est-ce qu'il y a plein de questions que ça soulève après ces rêves-là? Ouais. Et relié à ça, ton futur, c'est quoi les choses, même si aujourd'hui c'est évidemment compliqué de voir la vie à plus de 2 semaines à l'avance, mais c'est quoi tes projets futurs et les choses que tu vas continuer à faire et que tu aimerais faire dans 2021 et la suite? Je me suis pas posé la question, j'ai refusé de me Désolé. poser cette question. Je m'excuse. Non, y a pas de souci. Dans l'idéal, c'est en priorité continuer à marcher, Mhm. évidemment, continuer à partir sur les chemins en fait, j'aimerais, parce que ça fait quand même longtemps. Oui, j'ai fait des petites randonnées de 2 semaines, des choses comme ça, mais j'aimerais bien repartir sur une vraie itinérance de au Long moins terme. un mois, voire plus. Voilà, voilà, retrouver ces choses que j'ai pu trouver sur de la longue distance. Est-ce que ce serait possible même avec des sortes de mi-confinement et les gîtes fermés et tout ça ou En fait, ça serait peut-être envisageable, mais moi, j'avoue que j'ai des réticences à le faire dans le sens où je pense que c'est de se mettre beaucoup de difficultés parce que voilà, comme tu dis, il va y avoir beaucoup de choses fermées et même dans l'approche que les gens vont avoir, parce qu'avec les relations sociales sont en train d'énormément changer. On n'ose pas s'approcher parce que on ne sait pas comment est la personne, on sait pas trop. Voilà, on n'ose pas trop. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en jeu avec tout ça. Et justement, moi, ce que j'aime sur les chemins, c'est les rencontres aussi beaucoup. Mhm. Et malheureusement, si c'est pour marcher seul, retrouver porte fermée et personne dans les rues, je vois pas forcément l'intérêt de faire ça en fait. Ouais, c'est triste, hein? C'est triste, mais Ah bon. ouais. Mais c'est bien qu'on en parle et que les gens en soient un peu conscients, parce que j'ai l'impression qu'on commence à être conscient de qu'est-ce que toutes les mesures qui étaient, et en partie qui le sont pour sauver des gens et pour limiter les dégâts ou quoi,
il y a une grosse partie de là-dedans qui fait très peu de sens, hein, sans mettre son chapeau de complotiste, mais je trouve que c'est bien qu'aujourd'hui, on se pose des questions et qu'on voit l'effet que ça a un peu néfaste et qu'on se dit, OK, mais est-ce que c'est la meilleure des manières? Est-ce qu'on est prêt à vivre ça? Parce que c'est ça, si on se pose pas la question, ça va arriver, on va trouver ça normal de plus parler, de changer de trottoir, de ne plus s'adresser la parole, ne plus rencontrer des étrangers et tout, donc ouais. Ouais, absolument. Moi, c'est une de mes craintes, c'est les relations humaines et de manière très globale, en fait, à la suite de tout ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir revenir à quelque chose de plus. Parce que moi, j'aimerais que tout le monde soit main dans la main, unis. C'est vrai que ça creuse les écarts, je trouve, entre nous, en fait, dans les Ouais. relations sociales. Ouais, ça a un impact vraiment pour les animaux qu'on est, les animaux sociaux qu'on est. Euh, Avant de te demander où est-ce qu'on peut te suivre et tout ça, on va finir avec une question, la question qui tue, c'est t'es l'épisode 21 du podcast et 21 fois 2 c'est 42 et 42, j'ai appris ça en fait il n'y a pas si longtemps, c'est la réponse au sens de la vie et de l'univers en fait, techniquement 42 c'est le message, en fait je pense que ça vient de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, c'est genre un livre, un film, là, c'est assez mythique des années, je sais plus, 80, 90, en tout cas c'est 42, c'est le message de l'univers qui te dit de poursuivre ta passion. Donc, la question, c'est quoi le sens de la vie? Oh, oh là, tu vas fort, hein. Le sens de la vie, bah, devenir multimillionnaire aux Bahamas. Je vais croire que c'est vrai, hein, à force que tu le dises. Non, c'est juste, pour moi, c'est impossible de répondre à cette question. Mais, euh, mais si je peux répondre à mon échelle, pour moi, le sens de ma vie, puisque la vie, je ne peux pas parler pour tout le monde, ce serait d'essayer d'être la plus heureuse possible de mon vivant. Voilà, C'est une bonne réponse. si simplement que ça. Yes. Donc, pour te suivre et tous tes projets, où est-ce qu'on peut trouver tout ce que tu fais? Parce que, encore une fois, j'encourage tout le monde à aller voir tes vidéos et je sais pas si tu as d'autres contenus, en tout cas, donc c'est le moment auto-promo. Dis-nous où on peut te trouver. Allez, c'est parti. Principalement sur YouTube, sur ma chaîne YouTube donc, qui s'appelle L'Instant Vagabond, où je poste donc des vidéos sur le sujet de Compostelle, mais pas que. On parlait de pas s'enfermer dans des cases, mais pas que. J'aime bien parler d'autres sujets aussi, de temps en temps quand même. Et je suis aussi sur Instagram, alors sous le nom Pouette Poulette. Je sais pas si tu l'afficheras quelque part, mais c'est très compliqué. Faut pas me demander pourquoi je l'ai pas changé en L'Instant Vagabond. Et je suis aussi sur Facebook également. Voilà. Parce que t'as un groupe, hein, je regardais, J'ai créé, alors oui, alors bon, avec les événements, c'est un peu, oui, Ah, mais j'ai créé une association en fait il y a pas longtemps, basée en France, donc voilà, c'est pour quand même un public français, bah, on organisait des randonnées, parce que ça fait elle a même pas un an l'association, et bah là normalement à partir du printemps, si tout va bien, on a un programme de randonnée un peu partout en France qui va être proposé. Donc si vous voulez venir randonner avec moi, allez voir sur le site aussi, j'ai un site l'instantvagabond.fr, il y aura toutes les informations concernant ces sorties-là. excellent. Bon, ben, Voilà, super. Ben, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était un plaisir de te rencontrer sur Skype. pareillement. On va suivre tes aventures, puis le meilleur pour la suite. Et à une prochaine, peut-être pour une autre conversation sur d'autres sujets encore plus profonds. Bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli, ça m'a fait très très plaisir. Super, excellent. Ben, bye, Suzanne. Prends soin de toi. Ouais, salut. C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres pour ce podcast très intéressant que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un petit vlog sur YouTube et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et comme d'habitude, je vous dis vive le van et en ce moment, c'est vive le van, vive le van, vive le van d'hiver. Ciao.